Mesdames et messieurs, bonjour, un plaisir de vous retrouver dans cette émission 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle fonctionnera pour produire de l'électricité. Oui, la centrale électrique Marie-Agleta 2 est fonctionnelle depuis jeudi dernier. Mais question, les abonnés du réseau électrique en disposeront-ils en quantité et en qualité pour leurs activités? Le coût de l'énergie électrique sera-t-il désormais à la portée de toutes les bourses? Ce sont là quelques préoccupations qui taraudent déjà les esprits des consommateurs. Nous les décrypterons dans un instant. Et cette semaine, le dossier de la semaine porte sur la menace de fermeture de 103 universités privées au Bénin. Que gagne-t-on et que perd-on à travers cette décision? Comment gérer les milliers d'étudiants à mettre ainsi à la porte? Dodji Amozouvi, le directeur des établissements privés d'enseignement supérieur, est notre invité. Il viendra nous expliquer ce qui se passe dans ce secteur ainsi que les mesures prises en vue de garantir une bonne formation aux étudiants. Merci de préférer Wikeko que nous démarrons par le mini-journal présenté par Nadège Omoladesani. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal sur Wikeko. À quelques semaines de la rentrée scolaire 2019-2020, les stands de vente de fournitures s'installent peu à peu à tous les coins de rue de la ville de Cotonou. Mais l'heure n'est pas encore à la grande affluence. Les parents d'élèves sortent à compte-gouttes. C'est un reportage de Arnaud Taboué et Christian Devouchi présenté par Patrick Adjakbouchou. Le 16 septembre 2019, les usagers de l'école reprennent le chemin des classes. Déjà, à quelques semaines de la rentrée académique 2019-2020, les stands de vente des fournitures scolaires annoncent les couleurs. Ici, l'ambiance est calme. Vraiment calme, parce que les clients ne sortent pas et bon, ça nous décourage un peu. Ces temps-ci, il n'y a pas trop de clientèle, parce que bon, la rentrée est proche, mais certains clients viennent pour demander les prix seulement et rentrer. Mais d'autres nous promettent de venir acheter. D'un stand à un autre, le constat est presque le même. Toujours pas d'affluence. Les parents d'élèves ne sortent pas trop comme ça. C'est-à-dire quand ils viennent, c'est pour visiter la foire de la rentrée, savoir un peu les prix des cahiers, des livres, en tout cas des fournitures scolaires. Il y a certaines, eux, ils prennent un peu les fournitures, tant soit peu l'argent qu'ils ont pour l'instant et promettent de revenir. Jean-Marie, un parent d'élève, avec sa liste des fournitures scolaires en main, tente d'acheter quelques cahiers. J'ai pu acheter une bonne partie, mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Je vais revenir ultérieurement pour compléter le reste de la liste qui est à mon niveau. Comme lui, tous les parents d'élèves sont invités à accomplir leur devoir en achetant les fournitures scolaires. Ce tâte est gage d'une rentrée bien préparée. L'eau potable est un besoin essentiel pour le bien-être des populations. En milieu rural et en milieu urbain, des Béninois n'ont pas encore accès à ce liquide précieux. Des réformes sont en cours dans le secteur eau pour atteindre une desserte à 100% d'ici 2021. Louis Koudogbo, Amandine Aliamboussou. Tous les citoyens ont droit à une eau potable où qu'ils se trouvent. Au Bénin, presque 50% de la population n'a pas accès à l'eau potable. En milieu rural, le taux de décès en 2018 est de 42%. Pour combler ce déficit, plusieurs actions ont été menées. Nous sommes en train de développer aujourd'hui des ouvrages de plus grande envergure pour accélérer l'accès universel. Et donc, c'est la grande nouveauté. Nous ne sommes plus dans les systèmes d'approvisionnement par village, mais dans les systèmes d'approvisionnement multi-village pour faciliter la réalisation d'ouvrages de grandes envergures qui accélèrent très tôt l'accès universel à l'eau potable. Et donc, les ambitions du gouvernement, nous les traduisons au jour le jour en actes. Nous attribuons des marchés qui permettent de réaliser les ouvrages et de faire des raccordements aux populations. Et c'est aussi ça la nouveauté. La nouveauté, c'est que nous allons partir de l'approvisionnement aux bonnes fontaines
vers les approvisionnements à domicile en milieu rural. Et c'est tout un défi et nous y travaillons tous les jours avec le soutien et l'accompagnement du gouvernement. En milieu urbain et périurbain, le taux de décès est de 58%. L'ambition est d'assurer l'accès à l'eau potable à toute la population d'ici 2022. Globalement, je crois que nous sommes sur la bonne voie et les ODD tels que définis au niveau du PAG pourraient être atteints en 2022. L'alimentation en eau potable, ce n'est pas un processus d'une année. Et plusieurs projets ont été définis et les projets suivent leur cours. Et donc, certains projets sont achevés et ont produit des résultats. Et la population de Djougou aujourd'hui ne se plaint pas de l'eau, surtout en milieu urbain. Donc, voilà quelques résultats que nous avons obtenus déjà en 2018. Il s'agira désormais d'assurer une durabilité du service. Ce n'est plus rester donner de l'eau peut-être pour 6 mois et que les ouvrages tombent en panne. C'est pour ça qu'on va passer à la gestion professionnalisée avec des acteurs qualifiés qui ont l'expérience de cette activité dans d'autres pays au plan international. L'accès à l'eau potable reste un défi majeur. Assurer la desserte à toute la population va aussi régler un problème de santé publique. Des étudiants béninois bénéficiaient de bourses chinoises, de lettres d'admission et de billets d'avion sur la Chine. C'est une initiative de la République populaire de Chine qui promeut l'excellence. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de l'ambassade de Chine en présence des autorités de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Daniel Ada, Evra Anani. Ne vous y trompez pas, nous sommes bel et bien au Bénin. Comme ce jeune, ils sont nombreux à bénéficier de bourses d'études chinoises. Au total, 61 bourses à compter de l'année académique 2019-2020. Fruit du renforcement des relations diplomatiques et de la coopération entre les deux pays. La Chine est un des plus importants partenaires du Bénin, mais aussi un ancien ami et un frère. Nous connaissons parfaitement bien l'importance des talents dans la construction du pays. Les nouveaux boursiers sont admis dans diverses disciplines comme commerce international, médecine clinique, obstétrique et gynécologie, pharmacologie, administration des affaires, sciences de l'environnement, transport et logistique, car le Bénin a besoin de plus en plus des talents de haut niveau dans tous les domaines pour la réalisation de son rêve de Bénin révélé. Depuis quelques années, le nombre de bourses a été revu à la hausse, au grand bonheur des étudiants béninois. Il faut mieux apprendre à pêcher que de donner du poisson. Ce proverbe chinois exprime à plus grand titre le sens de votre acte que nous saluons ce jour et l'attachement de la République populaire de la Chine à l'amitié entre les nations. Trouvez à travers ces mots nos sincères remerciements. Le plus grand défi qui nous attend reste le retour au pays pour participer à la construction d'un Bénin prospère et développé. En tant que réalisateur cinématographique, je pense que c'est une occasion pour moi de pouvoir être utile à mon pays pour les différentes réalisations cinématographiques. Les films, quand nous voyons sur le terrain, même les quelques films qui sont réalisés, ça ne respecte pas les normes. Donc, tant que tu ne fais pas une production qui ne respecte pas les normes, tu es obligé de te limiter à dire dans ton pays, cela ne transporte pas vraiment vers d'autres continents. La coopération sino-béninoise, riche et variée, œuvre dans plusieurs domaines. La Chine reste le plus grand investisseur direct étranger du Bénin depuis les indépendances. Il y a 30 ans, le Bénin adoptait la Convention relative aux droits de l'enfant. Cette année, la commémoration de cette convention est prévue pour le 20 novembre. Dans le cadre de cette célébration, un concours est organisé à l'endroit des professionnels des médias. Le lancement du dit concours a eu lieu au siège de l'UNICEF à Cotonou. Les détails dans ce reportage de Francis Faton et Patrick Adjagboudiou. 3 filles sur 10 au Bénin sont mariées avant l'âge de 18 ans, 1 sur 10 avant l'âge de 15 ans, avec de fortes disparités dans le pays.
De nombreuses filles sont mariées de force, soit par leurs parents ou par leurs tuteurs, selon le rapport de INSAIR de 2015. Un tableau sombre sur les droits des enfants au Bénin. Pour pallier cette situation et évaluer les progrès faits depuis 30 ans, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, décide d'encourager les professionnels des médias qui œuvrent pour la protection et la promotion des droits des enfants. Le canal choisit un concours pour primer les meilleures productions sur la thématique, la situation des enfants au Bénin, leurs besoins et leurs attentes d'ici 2030. Acteur incontournable du développement de la société dont il fait partie, le journaliste a le devoir de s'engager sur les questions essentielles telles que les droits des enfants. Cet engagement, le bureau UNICEF et l'Union des professionnels des médias viennent une fois encore le mesurer en lançant le concours des meilleures productions sur les droits de l'enfant. Ce concours est ouvert à tous les journalistes sans distinction, qu'ils soient de l'audiovisuel ou de la presse écrite, pourvu que leur production ait été publiée et diffusée entre le 1er juin et le 15 octobre 2019. Le défi qui reste à relever est la forte participation des professionnels des médias et la soumission de production de qualité, de sorte que nous puissions, à travers vos articles, vos émissions radio et télé, faire le bilan de l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant ces 3 dernières décennies au Bénin, apprécier les progrès réalisés, les gaps à combler, les attentes des enfants, ce qui suppose que vous leur donniez la parole. Les médias sont associés pour mieux sensibiliser sur les droits des enfants. Le reportage et l'enquête sont les 2 genres journalistiques majeurs acceptés à ce concours. Ce sera tout pour le mini-journal. Week Eco continue avec Roch Aurélien. Accueillons. Merci Nadège pour cette belle présentation du journal. À présent, nous allons scruter les journaux ayant relayé des informations à caractère économique cette semaine. Elle a été réalisée, cette revue de presse bien sûr, elle a été réalisée par Ogias Nyangli. Bonjour amis de la revue de presse économique. Cette semaine, le 7e sommet de la TICAD occupe une place de choix dans les quotidiens. Les atouts du Bénin présentés aux investisseurs japonais titre La Nation. À en croire ce journal, la rencontre a permis d'informer les investisseurs japonais sur les opportunités d'affaires au Bénin. Une précision appuyée par le ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbenossi, qui a soutenu lors du sommet que le gouvernement a mis en œuvre un ensemble d'actions et de réformes pour éliminer les obstacles à l'investissement privé, améliorer le climat des affaires et attirer les capitaux étrangers. Fraternité renchérit à ce propos. Le Bénin s'exporte au Japon. D'après le quotidien, avec des progrès accomplis chaque jour et des résultats obtenus tous les mois, le Bénin montre qu'avec détermination, vigueur et vitalité, des réalisations novatrices sont possibles. Le Bénin vante déjà ses mérites à l'international, titre la presse du jour. Selon le journal, le Bénin a créé les infrastructures nécessaires à la transformation structurelle et des facteurs de disponibilité de la production à faible coût. Des choses qui vont permettre au Bénin de se connecter au Japon et au monde. Cela en facilitant l'accès au pays grâce au système de visa électronique. Les atouts du Bénin, c'est aussi l'innovation. Matin Libre parlant de la 2e édition de la foire Made in Bénin, titre Les 3 meilleurs inventeurs récompensés. Ils ont été désignés lauréats pour avoir inventé du sucre roux de Savais, de la praline aux amandes de Baclam du sirop et du convertisseur d'énergie solaire. Fraternité aborde également le sujet à sa une. Des innovateurs distingués par l'Agence béninoise de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation technologique. Une distinction qui vise à faire la promotion des savoir-faire, des savoirs endogènes qui débouchent sur des innovations.
sur le plan de l'autonomie énergétique, le délestage est conjugué au passé au Bénin. Révèle l'événement précis. Le quotidien va plus loin et explique que le Bénin se dote d'une centrale de 127 MW propre à lui en un temps record. La nation, pour sa part, affiche en manchette la centrale de Maria Gleta 2 prête. Cette infrastructure dotée d'une technologie de pointe pour la production d'énergie, d'un système d'évacuation de toute l'énergie produite, d'un ensemble de systèmes de gestion et de téléconduites de dernière génération vient agrandir l'offre énergétique du Bénin, autrefois en proie au délestage, tout en dotant le pays de moyens propres de production de l'énergie. C'est tout pour la revue de presse socio-économique de cette semaine. Merci de votre aimable attention et à la semaine prochaine. Merci à vous, Ogias Yagli. Eh bien, la centrale électrique de Maria Gleta est fonctionnelle. Je vous le disais en introduction depuis jeudi dernier. Que va-t-elle apporter de nouveau en matière de fourniture électrique au Bénin? On en parle juste après ceci. Et mes invités sont déjà sur ce plateau. J'ai le plaisir de vous présenter Sénat Léa Georgine Glago, journaliste à Radio Tokpa. Bonjour Georgine. Bonjour Roch, bonjour aux téléspectateurs de BB24. La pleine forme? Très bien. Bonne fête à vous, parce que votre radio célèbre ses 20 ans d'existence. Radio Tokpa, je dis un spécial coucou à tous les confrères qui travaillent là-bas et qui font de leur mieux pour informer la population. Et en face de vous, j'ai Roland Tchonka, lui il est journaliste ici à l'ORTB, à la Radio Nationale, au service de l'information. Bonjour à vous, Roland Tchonka. Bonjour Roch, bonjour à nos amis téléspectateurs de BB24. Voilà, Sénat Léa Georgine Glago, Maria Gleta 2 a été inaugurée jeudi dernier. Peut-on dire que le gouvernement a relevé un grand défi lorsqu'on sait que par le passé, il y a eu Maria Gleta 1 qui n'a véritablement pas pu produire un seul kilowatt d'électricité? On ne va pas revenir, Roch, sur les différentes polémiques que nous savons tous dans le pays. Le plus important aujourd'hui, c'est que Maria Gleta 2, au moins, ait pu voir le jour et que désormais, cette centrale va nous permettre à nous, consommateurs, d'avoir l'électricité, d'avoir de l'énergie électrique et que désormais, on n'aura plus peut-être les délestages ou du moins, ça va diminuer les délestages et que les populations pourront véritablement vaquer à leurs occupations. Vous savez, sans l'énergie électrique, vous et moi, on ne serait pas sur ce plateau. Absolument. En train de travailler. Et donc, l'énergie électrique, c'est essentiel autant que l'eau pour la survie des populations, pour la survie des entreprises et pour le développement du Bénin. Je pense qu'il était temps qu'on puisse trouver ne serait-ce qu'un moyen, une solution pour régler cette problématique-là. C'est vrai, Maria Gleta 2 est là. Maria Gleta 1 a été ce qu'il a été. On ne va pas en revenir parce que pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est que ce sont les mêmes Béninois qui ont pu réaliser cette prouesse en 2 ans. Et je pense que c'est la preuve que nous avons la capacité d'accomplir de grandes choses. Il nous suffit seulement, à notre niveau de responsabilité, de pouvoir nous mettre en tête que le Bénin ne se développera pas avec d'autres compétences, mais avec des Béninois. Et donc que chacun puisse s'organiser aujourd'hui. Je pense que nous sommes tous fiers de dire qu'enfin, nous avons réussi quelque chose en 2 ans dans les normes, avec les qualifications requises pour répondre aux normes internationales. Donc, nous sommes capables du meilleur. Très bien. Nous sommes capables, vous le pensez aussi, avec la mise en service de cette centrale électrique, on vient de réaliser un grand exploit, vous le croyez aussi? Oui, tout à fait. Enfin, on ne va pas revenir sur le passé, mais il est quand même important de dire qu'il y a quelques années, quand vous demandez à un Béninois, Maria Gleta, c'est quoi? Il vous dira sans hésiter, c'est corruption. Le nid de la corruption. C'est scandale, c'est gabégie, c'est mauvaise gestion. Et en 2008, Maria Gleta 1 a été lancée. Oui. Le gouvernement a sorti 40 milliards de ses caisses pour le faire. On attendait qu'elle produise 80 mégawatts. 4 ans après, on n'a eu que 8 mégawatts contre 200 attendus.
Et donc... Le reste est passé où? Que s'est-il passé? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on veut, vous voyez, aujourd'hui, Maria Gleta 2 est née, ça a démarré en 2018, au bout de 17 mois. Beaucoup n'espéraient pas. Personne n'y croyait, à part on va dire, les partenaires techniques et financiers qui sont intervenus et qui ont soutenu le projet. Beaucoup n'y croyaient pas. Mais aujourd'hui, Maria Gleta 2 est là, avec à peu près 127, on parle de 129 mégawatts, quand elle tourne à sa capacité maximale. Et c'est pour dire que quand on veut, on peut. C'est très important. Voilà. Aujourd'hui, on a dit, vous savez, le Bénin consomme environ 150 kW par jour. Grâce à cette centrale, elle va produire, selon les informations, 80 kW. Est-ce qu'on est le Bénin est en train de tendre vers l'autonomie énergétique? Parce que le pays, le Bénin, bien sûr, est toujours dépendant des autres pays en matière d'énergie électrique. Oui, une chose est certaine. Aujourd'hui, nous avons avancé sur la question. Le directeur général de la SBE a dit hier au lancement, la centrale Maria Gleta 2 assure au moins la moitié des besoins de sa clientèle. C'est extrêmement important. On sait qu'il y a encore des choses à faire. Le gouvernement, pour couvrir tout le Bénin, a besoin de mettre à la disposition des Béninois 400 mégawatts. Et l'État a dit, et là, je paraphrase le ministre d'État Abla Biochane, il a dit, nous mettons tout en œuvre pour qu'à l'horizon 2021, les 400 mégawatts soient disponibles. Ça veut dire que la donne va changer. Le délestage est en train d'être conjugué au passé. Et c'est les communications, c'est les entreprises, Léa l'a dit, c'est les loisirs, c'est les écoles, c'est les études qui sont impactées du coup. On ne peut rien faire sans l'électricité. Oui, vous avez raison, tous les secteurs pratiquement sont impactés, mais prioritairement, beaucoup pensent qu'au lieu de mettre cette centrale à disposition des ménages, puisque nous aspirons à un Bénin véritablement développé, est-ce qu'il ne faut pas la mettre à la disposition des industries? C'est une option, mais je pense que le gouvernement sait ce qu'il fait, puisque vous savez, il n'y aura pas que cette centrale, il y aura d'autres centrales à base d'énergie solaire qui vont véritablement être également dans le processus énergétique de notre pays. Donc je pense qu'on ne peut encore rien. Qu'on mette déjà ça à la disposition des ménages, je pense que c'est une bonne chose, parce que vous savez, beaucoup d'entreprises continuent d'utiliser cette énergie. Et vous savez, on en a besoin. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas l'électricité comme il faut à la maison, mais vous payez des factures exorbitantes. Et vous vous demandez finalement, je paye pour quoi? Je consomme quoi pour payer autant? Mais je pense qu'aujourd'hui, si les consommateurs, les populations, les ménages ont cette énergie-là et que les factures viennent, on aura plus de raisons de dire qu'on a consommé ce qu'on paye. Parce que ça ne sert à rien de n'avoir pas l'énergie pendant des jours et la facture vient finalement, vous vous demandez, mais j'ai consommé ça comment? Il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe. Et donc, je pense que, oui, dans vos interrogations, vous l'avez dit, il faudrait réellement que cette énergie, on puisse faire ce qu'il y a lieu de faire pour l'agrandir. Qu'on puisse même dépasser, pourquoi pas, les 400 mégawatts dont nous avons besoin pour le pays, pour que les entreprises, puisqu'il faut qu'on aspire à avoir de grandes entreprises de production industrielle, de transformation, et donc ces entreprises auront besoin de véritablement plus d'énergie. Donc je pense que nous tendons vers cette autonomie énergétique et ce n'est qu'une bonne chose. Et je pense que nous gagnerons à encourager et surtout à mieux préserver ce que nous venons d'acquérir. Parce qu'une chose est de l'avoir, l'autre chose est de pouvoir s'approprier de cela, pouvoir l'utiliser à bon escient et le garder pendant longtemps. C'est vrai qu'on nous a dit que ça a une garantie de 50 ans, mais je pense que pour que la garantie tienne, il faudra s'en occuper véritablement, ne pas laisser des moteurs avoir des problèmes, ne pas dégrader mais je crois que ce sont des techniciens qui ont été recrutés qui vont s'occuper de l'entretien justement mais si c'est des techniciens béninois qui ne maîtrisent pas la technologie, il vaut mieux leur apprendre cela pour qu'on ne passe pas tout le temps. Je ne suis pas d'accord avec vous. Non, je ne veux pas qu'on soit d'accord. Les Béninois ne sont pas des incapables. Non, je ne dis pas, non, vous ne m'avez pas compris. Je ne dis pas que les Béninois sont incapables. On sait qu'il y a des
des ministères ou des entreprises ici au Bénin où, quand quelque chose se gâte, on est obligé d'aller chercher la performance ailleurs. Ouais. Alors que, normalement, dans ces genres de projets, on doit pouvoir, j'ai oublié le terme technique qu'on utilise, pouvoir passer... la main locale. Voilà, la connaissance à la main locale pour que la technologie, merci, la technologie à la main locale, je ne plaide que pour ça. Parce que oui, des gens nous ont accompagnés, mais ils seront amenés à partir et il faudrait qu'on puisse faire le travail pour qu'on ne paye pas encore beaucoup de milliards à aller chercher la main d'œuvre pour venir s'en occuper pour nous. Très bien. C'est beaucoup de milliards qui ont été engloutis dans ce projet, environ 107 milliards de francs CFA. Vous savez, aujourd'hui, il y a les énergies renouvelables et la plupart des populations aujourd'hui ont accès à l'énergie solaire. Est-ce que vous pensez que ça va être un projet véritablement rentable à travers lesquels les populations vont se retrouver et manifester leur désir de s'abonner? Oui, c'est déjà un projet rentable en termes d'impact socio-économique, socio-communautaire. Ouais. Ça, il faut le dire. C'est un projet rentable en termes d'impact, enfin, en termes, quand on prend le volet impact environnemental. Il y a... On dit aujourd'hui que la centrale Maria Gleta 2 est respectueuse des normes environnementales. Ouais. Elle produit, on va dire, 1200 dioxyde d'azote, alors que la norme, c'est il ne faut pas atteindre 2000. Voyez-vous, elle ne fait pas plus de bruit ou autant de bruit qu'une mobilette. Voyez-vous, donc déjà, de ce point de vue, la technologie est là, la pointe est là. L'autre chose, et que quand vous prenez le secteur, la population qui côtoie le site de Maria Gleta 2, c'est des populations qui aujourd'hui sont aux anges. Parce qu'il y a des infrastructures qui ont été installées. Il y a eu 3 km de route bitumée. 3 km de route bitumée. Il y a 24, si je ne m'abuse, salles de classe qui ont été construites. Il y a un déploiement du réseau électrique sur au moins 25 km. Donc, les populations riveraines jouissent déjà. Elles sont les privilégiées. Oui, jouissent. C'est normal. Ils sont ceux qui sont dans l'emprise, dans les encablures donc, de Maria Gleta 2 sont les premiers à en profiter. Ouais. Mais il faut aller au-delà. Ouais. Et comme je l'ai dit à l'entame, l'État ne veut pas limiter ses efforts à ce qui est fait. Ouais. L'État veut aller un peu plus loin parce que le problème se pose effectivement aujourd'hui au niveau du secteur de l'éducation, du secteur de la santé, des entreprises. On a besoin de l'énergie pour avancer. Et donc, l'État est conscient de cette thématique. Ouais. Et l'autre chose qui m'a marqué, ce n'est pas seulement que l'État s'engage sur ce chemin d'autonomie énergétique. Il y a aujourd'hui, à l'international, les partenaires financiers, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, qui seront motivés. La Banque ouest-africaine de développement, la Banque islamique de développement. Quand vous voyez ce collège d'investisseurs, de partenaires qui accompagnent un tel projet, vous vous dites, mais ça fait rêver, ça fait rêver. Donc, je crois que nous sommes sur le bon chemin, nous sommes sur la bonne trajectoire et bientôt, ce que les Béninois attendent, eh bien, cela va se concrétiser. Roland Tchankal l'a dit, les institutions internationales accompagnent le Bénin dans ce projet, c'est-à-dire que le Bénin sera, d'ici quelques années, exportateur d'énergie électrique. Il faut l'espérer, il faut en rêver, vous savez. N'est-ce pas un vœu pieux? Non, on ne va pas dire que c'est un vœu pieux. Vous savez qu'avec le Togo, déjà, nous avons une communauté électrique et nous faisons l'effort de produire assez d'énergie pour ces deux pays. Ouais. Mais je pense que oui, nous pouvons être, puisque nous avons tout. Par exemple, au-delà de ces centrales que nous allons construire, nous avons du soleil à gogo. Nous pouvons l'utiliser comme nous voulons. Ouais. Nous avons le vent. Et donc, si nous arrivons à produire des centrales qui utilisent ces énergies renouvelables et que nous en avons à suffisance et qu'il nous en reste, pourquoi ne pas en vendre comme le Nigeria avait l'habitude de nous le vendre à une époque donnée. C'est pas interdit de rêver. Et je pense que si on peut y arriver, c'est une bonne chose. Et je ne comprends pas pourquoi on a souvent l'impression que le Bénin ne peut pas rêver grand. Moi, je pense qu'on devrait rêver grand et nous avons le droit de rêver grand. Le plus important, c'est de mettre les moyens à notre disposition, de nous donner les compétences et les capacités nécessaires pour que ce rêve devienne une réalité, pour qu'enfin on se dise c'est un petit pays, mais qui a de grandes ambitions et qui fait de grandes choses. Absolument. Vous savez, on a essayé de produire aujourd'hui de l'électricité, c'est un objectif qui est atteint, mais pour la transporter dans les ménages, dans les contrées les plus lointaines du Bénin, il faut
les infrastructures. Est-ce que cette décision a été prise? Est-ce que cette énergie qu'on est en train de produire ne va pas être concentrée seulement à la périphérie? Non, je ne pense pas. Vous savez, quand on faisait les travaux d'aménagement urbain, par exemple dans la ville de Parakou, il y a eu beaucoup d'installations de la SBE qui ont été faites pour pouvoir drainer l'énergie. Je pense que si on utilise par exemple Maria Greta 2 pour alimenter ne serait-ce que le sud, le gouvernement va certainement penser à voir comment mettre en œuvre quelque chose également au nord pour alimenter les zones du nord. Je ne pense pas qu'on va tout concentrer à Cotonou. Vous savez, à une époque, ça va peut-être vous faire rire, que Abomey-Calavi produise de l'eau pour Cotonou, alors que Abomey-Calavi même n'a pas de l'eau potable. Vous voyez que c'est assez drôle. Donc, on ne va pas commettre les mêmes erreurs dans le secteur de l'énergie électrique. Il y en aura pour les populations du Sud, il y en aura pour les populations du Nord, parce que le Bénin est un et indivisible et nous avons tous besoin d'énergie. Cela va même permettre aux entreprises de ne plus trop se concentrer dans la ville de Cotonou, mais de pouvoir aller dans des zones, parce qu'il y a des zones où, parce qu'il n'y a pas l'énergie électrique, les entrepreneurs n'ont pas envie d'y aller, parce qu'il n'y a pas les infrastructures. Et aujourd'hui, avec l'Internet qui est devenu aussi indispensable pour la numérisation de tout ce que nous faisons au quotidien, je pense que l'État gagnerait à exploiter également, et je pense que l'État y pense réellement déjà, puisque quand vous lisez le programme d'action, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ce sens-là. Et donc, l'énergie électrique aujourd'hui, oui, l'Internet, on essaye de le déployer, et je pense que si nous continuons par travailler comme nous le faisons, en ne nous mettant pas à tête de saboter nous-mêmes nos propres efforts, comme on avait l'habitude de le faire dans un passé récent, nous irons loin. Absolument. Roland Tchanka, quelles sont les perspectives qui s'offrent face à cet ambitieux projet qui est devenu réalité depuis quelques jours? Oui, l'État ne veut pas seulement mettre l'énergie, étendre l'énergie sur tout le territoire national. L'État veut que dans chaque hameau, dans chaque foyer, dans chaque ménage, l'électricité soit disponible. Et j'ai entendu le directeur de la SBE dire que dans 45 jours, je crois aujourd'hui on doit être à 43 jours, 42 jours, 25 000, si je ne m'abuse, compteurs seront disponibles pour que les populations puissent s'abonner. Parce qu'il ne sert à rien, voyez-vous, d'avoir l'énergie et de ne pas pouvoir la mener en jouir. Donc, il y a déjà ce projet, il y a déjà cette décision, cette volonté donc d'aller, de toucher, d'impacter le Béninois lambda qui veut de la lumière dans sa maison. Donc, au-delà, et comme Léa l'a dit, c'est toutes les villes qui seront impactées, c'est toutes les contrées du Bénin qui vont recevoir, donc, qui vont bénéficier donc de cette autonomie. Mais il va falloir que le coût soit vraiment abordable, que l'on n'ait plus à acheter l'énergie électrique à prix d'or comme c'est le cas actuellement. Oui, c'est que veut le peuple, c'est la volonté des Béninois de pouvoir quand même s'abonner à moindre coût, de consommer à moindre coût. C'est la volonté de nous tous. Déjà, l'État dit nous subventionnons la consommation de l'énergie électrique dans les foyers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État fait déjà un effort et il s'engage à en faire davantage. Ce n'est pas exclu que dans les mois à venir, dans les années à venir, et qu'on embraye sur ce volet-là et que on puisse vraiment s'approvisionner à moins de coûts et que l'énergie soit disponible. Chez tout. Merci à vous, Roland Tchanka. Je vous laisse la parole pour votre mot de fin, Sénat Léa Georgine Glago, pour que l'énergie soit disponible et dans tous les ménages. Que faut-il faire aujourd'hui? Ce qu'il faut déjà faire, c'est que l'État continue par mettre en œuvre sa politique, mais que surtout les populations deviennent plus citoyennes. Parce qu'il y a des populations qui ont l'énergie électrique qui ne paient jamais leurs factures, ce qui forcément a des répercussions sur la société. Donc la citoyenneté aussi est très importante. Merci beaucoup, Sénat Léa Glago, d'être passé dans cette émission. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette rubrique, le décryptage. Nous avons parlé justement de la mise en service de la centrale électrique Maria Greta 2, qui réserve de très très belles surprises aux populations. Et merci à vous d'être passé dans cette émission. Nous allons poursuivre avec le dossier de la semaine pour parler cette fois-ci de la menace de fermeture de 103 universités privées au Bénin. Oui, c'est la panique générale dans les établissements
privés d'enseignement supérieur à la veille de cette rentrée. 103 universités privées sont menacées de fermeture. Qu'est-ce qui justifie cette décision que veulent bien prendre les autorités? Eh bien, nous en aurons les explications dans cette émission, mais déjà nous avons essayé de tendre notre micro à quelques promoteurs de ces universités privées. Malheureusement, aucun d'eux n'a pu se prêter à nos questions. Néanmoins, notre rédaction a réalisé ce visuel, cet élément que je voudrais vous inviter à suivre. Depuis le 21 août dernier, les autorités de l'éducation ont décidé de mettre de l'ordre dans le secteur des établissements privés d'enseignement supérieur. Ainsi, ceux n'ayant pas cru devoir se mettre en règle vis-à-vis des conditions de l'obtention d'autorisation d'ouverture de leurs établissements, d'homologation de leur programme de recrutement d'enseignants qualifiés, d'autorisation d'ouverture de filières de formation seront purement et simplement fermées pour l'année académique 2019-2020. Sont concernés par ce ménage 103 établissements privés. La mise en application de cette décision ne sera pas sans conséquence sur la poursuite des études par les étudiants de ces établissements n'ayant pas encore bouclé leur cycle de formation. Par conséquent, les nouveaux bacheliers devront désormais être prudents dans leur choix en tenant compte de la liste des établissements autorisés par la Direction générale de l'enseignement supérieur. Voilà, c'était là le commentaire de la rédaction présenté par Iliad Bokovo, que je remercie au passage. Et notre invité, il est déjà sur ce plateau, professeur Dodji Amouzovi. Bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour, monsieur... Patrick Adjagodou. Patrick, et bonjour l'Afrique, bonjour le Bénin. Voilà. Bonjour le monde, je salue les téléspectateurs. Absolument. Vous êtes le directeur des établissements privés d'enseignement supérieur. Nous voulons comprendre ce qui se passe dans l'enseignement supérieur privé au Bénin. Et j'ai avec moi Patrick Adjagodou. Nous avons suivi le commentaire de la rédaction présenté par Iliad Bokovo. Apparemment, c'est une véritable menace, une épée de Damoclès qui plane sur la tête de ses promoteurs et de ses étudiants également. Exactement, Rokakoinou, c'est une épée de Damoclès qui plane sur la tête de tous les promoteurs des établissements privés d'enseignement supérieur qui ne respectent pas la réglementation en vigueur quand on s'intéresse à l'enseignement supérieur dans notre pays. Et avec notre personne ressource, vous êtes le directeur de ces établissements privés d'enseignement supérieur. En votre qualité, est-ce qu'il existe effectivement des établissements d'enseignement privé, d'enseignement supérieur, qui fonctionnent dans l'illégalité dans notre pays? Oui, je vous remercie pour la question que vous me posez. Avant de répondre à cette question, vous me permettrez de rendre à César ce qui est à César et remercier tout le leadership de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique qui a su mettre les personnes qu'il faut associer, les personnes ressources qu'il faut, pas moins de 312 personnalités, experts, spécialistes de tout genre ont travaillé pendant 9 mois durant pour proposer les différentes délibérations au Conseil consultatif national de l'enseignement supérieur, qui est une structure, méga structure, de plus de 18 institutions de la République et de plus de 37 personnes qui ont délibéré et qui nous donnent ces résultats-là. Oui, il y a des établissements privés d'enseignement supérieur qui fonctionnent dans l'illégalité, qui fonctionnent en deçà des normes requises, qui fonctionnent au-delà des normes, donc qui fonctionnent pas de la manière dont il faut le faire. Et depuis longtemps, il y a toute une stratégie pédagogique qui a accompagné les 103 établissements privés d'enseignement supérieur et d'universités privées qui sont susceptibles d'être fermés. Ce sont des établissements privés d'enseignement supérieur qui se retrouvent peu ou prou dans ces conditions-là. Je voudrais insister pour dire, à la date d'aujourd'hui,
La liste est provisoire. Nous pourrions demain revenir et avoir plus de 103, comme nous pouvons revenir et avoir un peu moins de 103. Un peu moins de 103. Mais il n'y a pas de panique. Il n'y a pas d'épée de Damoclès. C'est une conséquence logique des actes que ces acteurs et ces structures ont posés. Tout ce qui a été reproché. Mais vous savez, la panique est là. Nous sommes à quelques semaines de la rentrée universitaire. Les parents sont paniqués. Lorsque je vous aurai expliqué, vous comprendrez qu'il n'y a aucune panique à bord. Il n'y a pas de panique, sauf ceux qui veulent donner dans la sinistrose, sauf ceux qui veulent faire une tempête dans un verre d'eau. Non, il n'y a pas de panique. D'accord, allez-y. Les 103 établissements, ainsi que toutes les listes qui ont été publiées, sont des listes provisoires. On a donné une semaine à tous les acteurs concernés afin qu'ils puissent, on ne dira pas interjeter appel, mais réclamer pour voir s'il y avait entre-temps des choses à redresser. Il se peut qu'on revienne en disant non, c'est plus de 103, mais c'est plutôt 110, c'est plutôt 115. Comme on peut dire, c'est plutôt 100, c'est plutôt 95. Alors, et ça, c'est dans une semaine tout cela, ça va être fait. Je dis qu'il n'y a pas panique. Pourquoi? Ces établissements qui ont été fermés. Parce que si on dit panique, on voit les parents d'étudiants, on voit les étudiants, on dit le lot d'étudiants qu'on va déverser dans la rue, où est-ce qu'ils vont aller et tout et tout. Non. Je vais vous dire, il y a différentes catégories à l'intérieur de ces 103 là. Il y a plus de 50 établissements privés d'enseignement supérieur qui de fait n'existent plus, ne fonctionnent plus, donc n'ont plus d'étudiants du tout. Il faut prendre un acte pour consacrer cela. Première chose. Il y a une dizaine ou une quinzaine d'établissements privés d'enseignement supérieur qui sont à l'étape de la création. Donc, ils n'ont pas encore le droit de recruter le premier étudiant et qui ont fini leur durée de validité réglementaire. La loi prévoit qu'on leur retire la création. En leur retirant la création du fait, ils sont à la casse. Le mot est approprié. Il y a parmi les critères retenus pour ne pas donner l'agrément aux établissements privés le manque d'effectifs. Donc, le manque d'effectifs d'étudiants. Alors, parmi les établissements privés d'enseignement supérieur, il n'y a pas que ce critère. Ceux qui ont été frappés, ceux qui sont dans le couloir de la fermeture, n'ont pas les effectifs requis, n'ont pas atteint le seuil de rentabilité, n'ont pas les étudiants qu'il faut en nombre suffisant pour être ouverts. Après d'âpres discussions, nous avions mis le seuil de rentabilité à 25 étudiants dans la filière. Donc, des établissements privés d'enseignement supérieur manquent de 25 étudiants pour les 3 années de la licence. Dites-nous, est-ce qu'une telle filière est viable lorsqu'on sait qu'au Bénin, tous les parents d'étudiants, tous les étudiants ne payent pas à 100% les frais de formation? Quand on sait que c'est sur la base des frais de formation que la filière tourne, à moins de 25, honnêtement, on ne peut pas tourner. Mais il leur faut du temps. Il leur faut du temps pour avoir de l'effectif. Je vous remercie. Les établissements dont on parle et tout ce qu'on leur reproche ont à leur source dans les lois, dans les textes de la République. Il leur faut du temps. Nous parlons d'établissements privés d'enseignement supérieur qui ont été autorisés à ouvrir depuis 1999, depuis 2000, depuis 2012. Ils ont eu le temps. Ils ont eu tout le temps. Puisque les textes prévoient que lorsque vous avez votre autorisation d'ouverture, vous avez 4 ans pour fonctionner. Et au bout de 4 ans, donc 2 ans renouvelables une fois, au bout de 2 ans, vous commencez l'agrément. 2 ans renouvelables une fois, si vous ne passez pas l'agrément, on vous retire l'ouverture purement et simplement, pour diverses raisons. Professeur, à tous les promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur, je répète vos propos, il n'y a pas de péril en la matière, il n'y a pas à se paniquer. Mais il y a la polémique des infrastructures qui fait jaser les acteurs, les autorités du système éducatif au plus haut sommet, à l'université. Mais vous êtes la personne la mieux indiquée pour rassurer les uns les autres. Je vous remercie pour cette question que vous posez, puisque sans trahir les délibérations, le contexte, les conditions de discussion au niveau du conseil consultatif, c'est une question qui a été aussi sérieusement débattue. La question des infrastructures, il faut lui ajouter peut-être 2 autres mots. On a dit absence d'infrastructures normées et sécurisées.
Les textes de la République disent, pour ouvrir une université privée ou un établissement privé, il faut nécessairement obtenir la création. Et la création, c'est une demande que vous faites et une autorisation que vous prenez qui dure 3 ans et qui vous permet de mettre en place les infrastructures nécessaires, les équipements nécessaires et de recruter le personnel enseignant avant d'ouvrir. Okay. Ça, c'est ce que disent les tests. Ça signifie que personne ne devrait ouvrir s'il n'a pas les infrastructures. Malheureusement, ou pour diverses raisons, nous avions eu des établissements privés d'enseignement supérieur qui ont eu des baux, qui sont dans la location, parfois même dans des cuisines, dans des salles, dans des douches, etc., etc. Mais tout le peuple béninois a dit depuis avril 2016, tout ce que nous avions mal fait, nous n'allons plus continuer par mal faire. Nous sommes dans la rupture. Nous sommes dans la rupture pour des meilleures pratiques. Revenons au test. Madame la ministre, tous les jours, lorsque vous faites une fiche, lorsque une décision doit être prise, dit où sont les tests, où sont les documents, sur quel article vous vous basez pour faire ça. Donc, en collant au test, il y a eu ce critère. Mais je dois dire qu'il y a une humanité dans l'application de ce critère. Une humanité, pourquoi? On n'a pas mis tous les établissements privés sur le même plan d'égalité. Après les discussions, on s'est dit, lorsque vous avez moins de 5 ans d'existence, le critère ne vous frappe pas systématiquement. Quand vous avez plus de 5 ans, donc 20 ans, 25 ans, 30 ans, on vous l'applique. Mais moins de 5 ans, que vous apportez le gage, c'est-à-dire que vous avez déjà en 5 ans acheté une parcelle ou démarré une construction, etc., etc., on dit, OK, si dans son plan stratégique, voilà un monsieur qui en 5 ans ne peut pas avoir les mêmes assises que celui qui a 25 ans. Ça fait partie des raisons pour lesquelles le nombre 103 peut diminuer. Avec le temps. Pas forcément. On a déjà pris cela en compte pour qu'en moins de 5 ans, si quelqu'un devrait normalement être retiré, mais qu'il a apporté la preuve qu'il a commencé les infrastructures, qu'on ne puisse pas lui appliquer ça, qu'on lui donne la chance en 1 an ou en 2 de finir les infrastructures. Professeur, c'est une question de test. Professeur Dodi Abouzouvi, pendant que le vent de fermeture emporte une centaine d'établissements et instituts, d'autres sont autorisés à poursuivre. Exactement. Durant l'année 2019-2020, avec la licence et le master professionnel, combien sont-ils ces établissements? Alors, de manière provisoire et directe, nous tournons autour de 47. 47 établissements et universités dans le Bénin, alors que nous étions à plus de 178. Parmi ces 47, il y a 29 qui sont agréés. Parmi les 29 qui sont agréés, il y a 20 qui ont été déjà agréés l'année dernière. 9 cette année se sont ajoutés. Parmi les 20 de l'année dernière, il y a certains qui sont réservés pour différentes raisons, non-amélioration, etc. etc. Il y en a qui sont en sursis d'1 an parce qu'on leur reproche un ensemble de choses et dès qu'ils corrigent ça, le sursis est levé. Et c'est toujours provisoire. Et il y en a à qui, par exemple, on a donné le sursis, mais qui ont apporté dans la réclamation la preuve qu'ils avaient rempli les conditions. Le conseil consultatif se penchera. Il y a 14 autres qui ont été autorisés à poursuivre dans l'ouverture parce qu'ils n'ont pas encore atteint les 4 ans pour être frappés par le critère de non-agrément et tout et tout. Mais quand je dis 14, c'est en réalité 10. Parce qu'il y a 4 qui sont déjà parmi les agréés et qui ont des filières dans lesquelles ils n'ont pas encore les 4 ans, donc ils peuvent poursuivre. C'est tout un travail minutieux qui se fait à votre niveau. C'est un travail fourni que le Conseil consultatif national de l'enseignement supérieur a fait. Et puis, il y a 4 établissements qui sont nouvellement créés. Et là, ça intéresse. Les 4 établissements qui sont nouvellement créés, il y a 2 qui sont dans la ruche de CB City pour le projet gouvernemental, le projet d'action de gouvernement. Il y a un établissement qui, par son originalité, le Conseil consultatif dit oui pour cet établissement parce qu'il va former dans la thanatopratie, pour former nos morguiers, ceux qui... Donc, c'est nouveau. Merci, le dernier, pour ces détails. C'est important de le dire parce que
pour avoir l'ouverture maintenant, il faut se positionner sur des filières de forte employabilité. D'accord. Très bien. Et dites-nous, est-ce que les tests offrent la possibilité aux établissements en ouverture de se fusionner rapidement? Ah ben oui, les tests disposent que les établissements privés d'enseignement supérieur peuvent fusionner. Les conditions de fusion ont été discutées avec eux, ont été retenues avec eux, et beaucoup parmi ceux qui sont là, et là encore c'est une main tendue, on leur a proposé de manifester leur intérêt pour la fusion. S'ils parvenaient à remplir toutes les conditions et à réaliser la fusion, en l'état où ils sont non viables, ils vont s'associer, fusionner avec d'autres pour être plus robustes, pour être plus viables et pour être de bons partenaires pour la formation. Et quel est finalement le sort des étudiants qui sont dans les universités fermées? Le sort des étudiants, je vous le dis, ce n'est pas grand nombre d'étudiants. C'est pas grand nombre. C'est pas grand nombre, parce que je veux dire, plus d'une cinquantaine ne fonctionnent plus depuis 5 ans, depuis 8 ans. On constate leur fermeture de fait. Il y en a qui n'ont pas recruté. On constate, on leur retire la création. Est-ce que vous avez une idée de l'effectif de ces étudiants qui sont concernés? Je suis sur un plateau sérieux, je ne vais pas avancer un chiffre, mais cette masse d'étudiants qui est concernée n'est pas supérieure à la masse d'étudiants présentes dans les 29 établissements agréés et dans les 14 autorisés à poursuivre. Et alors, on aurait appris qu'ils sont des milliers? Des milliers, non. Maintenant, toutes les filières qui sont sujets à fermeture au niveau des établissements pour lesquels on retire l'ouverture ou l'agrément se retrouvent d'une manière ou d'une autre dans les autres, dans les proportions géopolitiques, géographiques. Donc, il n'y a pas de péril pour que, surtout que la liste a été publiée à temps pour que les inscriptions puissent se faire normalement. Les étudiants qui se retrouvent dans cette situation peuvent très bien se repositionner dans d'autres établissements privés parce qu'ils sont en phase avec les tests. Et justement, est-ce que cela ne va pas créer la surenchère au niveau de ces universités qui ont aujourd'hui la bénédiction de votre direction pour continuer à recruter les étudiants? Parce que l'établissement privé d'enseignement supérieur n'a la bénédiction, pour ainsi dire. Non, mais tous les établissements ont mérité ce qui leur arrive. Et à ce sujet, quelle est la durée de vie de l'autorisation qu'on accorde à ces établissements qui doivent ouvrir leurs portes cette année? Et ceux qui vont ouvrir leurs portes cette année, ils ont 2 ans renouvelables une fois à 4 ans pour solliciter l'agrément. S'ils n'y parviennent pas, on leur retire l'ouverture. Encore? Ah ben oui, on avance là. D'accord. On avance. Et pour les étudiants, les parents d'étudiants qui veulent davantage d'informations? Très bien. Allez-y très rapidement parce que le temps est parti. Le temps est parti au fond de cours. J'espère que je reviendrai une autre fois. Oui, nous l'espérons. Sur tous les sites officiels, à la Direction générale de l'enseignement supérieur, au ministère, même dans les structures, il y a de l'information potable disponible, que nul ne se laisse emporter par la surenchère, l'intoxication et tout. Faites posez le bon acte, la bonne pratique en venant chercher la bonne information pour vous inscrire dans les écoles qui sont en phase avec les tests de la République. Quel est le site sur lequel on peut trouver ces universités qui sont en phase? Il y a le site du ministère, il y a le site de la Direction générale de l'enseignement supérieur, il y a tous les sites. Nous sommes en discussion aussi avec les universités publiques pour voir comment on les met sur leur site. Partout où on peut aller sur un site officiel, on pourrait aussi avoir ça. Je crois que les discussions sont en cours aussi sur le site officiel, le corps du gouvernement, on puisse trouver le créneau pour mettre ça. Mais dans tous les canaux officiels, nous avons déjà balancé cette liste provisoire. Nous reviendrons pour balancer la liste définitive dans quelques jours. Merci. Merci à vous, professeur Dodji Amozouvi. Merci d'être passé dans cette émission, nous donner toutes ces explications par rapport à cette question qui suscite beaucoup d'inquiétudes. Vous avez essayé de rassurer aussi bien les parents que les étudiants qu'il n'y a pas péril en la demeure et qu'il faut s'informer sérieusement avant de s'inscrire et que les 103 universités privées qui pourront être fermées pourront voir une situation améliorative
soit... ou dégénérative. Ou dégénérative. Merci à vous, professeur. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission que j'ai eu le plaisir de vous avoir présentée. Merci à vous, Patrick Adjagodjour. Mesdames et messieurs, c'est fini pour Week Echo cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à partir de 11h. Mais cette émission, vous pouvez la suivre en nouvelle diffusion lundi à partir de 11h. Je vous remercie. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir.